Bon, Jean-Christophe, merci d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode 2 de In the Jungle. Du coup, merci pour l'invitation. On est très content de te recevoir aujourd'hui. On voulait parler avec toi des sujets des RH et du recrutement. Il paraîtrait que c'est un peu ton dada. Est-ce avant qu'on démarre, tu pourrais t'introduire et nous présenter un peu qui tu es, ce que tu fais? Oui, je vais essayer d'être bref du coup. Jean-Christophe Pellerin, je suis consultant en growth hacking et en marque employeur. Donc j'interviens auprès des entreprises, startups, PME ou groupes. Et je travaille au contact avec les équipes RH, commerciales, marketing. Et le but du jeu, voilà, c'est de faire principalement monter en compétence les équipes sur différents sujets. Ce que je peux dire en plus par rapport à ça, c'est que ça fait 15 ans que je travaille dans le market, donc avec une spécialité growth hacking. Et du coup, en complément, ça fait à peu près 5 ans que je suis également chasseur de tête sur les métiers en tension. Voilà. Top, merci. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer en 2 mots ce que c'est le growth hacking? Oui, en 2 mots, ce sont des méthodes qu'on utilise globalement. C'est un état d'esprit, c'est des outils, c'est des techniques. Pour faire simple, et ce qu'on disait déjà il y a 10-15 ans, c'est que le growth hacking, c'est utiliser un certain nombre de méthodologies pour générer de la croissance avec le moins de budget possible, globalement. Donc ça peut être mettre en place de l'automatisation, ça peut être revoir son ciblage, ça peut être mettre en place des méthodologies de travail, par exemple mettre en place des méthodologies de travail agiles dans une équipe commerciale. Ça se fait pas trop, pas partout, mais ça peut être efficace. Ok. Revenir un peu le sujet du podcast. Donc aujourd'hui, on voulait aborder un peu le sujet des RH. Qu'est-ce qu'un RH? Quel est son rôle dans une société? À partir de quel moment est-ce qu'on doit penser à avoir une personne dédiée? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer et nous... Ok, je vais essayer, en sachant que je ne suis pas RH de base. Donc j'aurais pas forcément les bons mots, j'aurais pas forcément les bonnes formules. Tu peux vulgariser, c'est pour... Ouais, je vais essayer. RH pour donc ressources humaines. Donc, quand on dit j'ai un RH ou je suis RH, c'est en fait je suis chargé des ressources humaines ou je suis responsable des ressources humaines ou plus loin des RH, etc. C'est une fonction qui est assez cruciale dans l'entreprise, dans la mesure où c'est donc l'individu, le collaborateur, qui va veiller à différents aspects. Alors je dirais qu'il y a autant de définitions de RH qu'il peut y avoir de types d'entreprises. Il y a des RH qui vont faire principalement de recrutement, des RH qui vont faire principalement de la paye, qui vont principalement travailler sur les congés, sur la montée en compétences des équipes. Donc dès lors qu'il y a de l'humain dans une entreprise, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui est aux ressources humaines, en sachant que aujourd'hui, en 2023, le fonctionnement des entreprises a bien évolué. Donc, passé un certain nombre de collaborateurs, il sera judicieux d'avoir des ressources humaines, une personne chargée des ressources humaines. Quand on est 3-4, ça peut valoir le coup d'avoir quelqu'un au RH dans la boîte, mais ça peut être, avec les nouvelles méthodes de travail, ça peut être du RH partagé, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être aussi en freelance, qui vient s'occuper des contrats, paye, formation, des contraintes légales, du bien-être des salariés, du recrutement. Donc en fait, on peut faire appel à un RH dès lors qu'on passe à 2. Et j'irai même plus loin, on peut aussi faire appel à un RH dès lors qu'on est 1, dans la mesure où si on est à son compte, on ne pense pas forcément, pas toujours à se former, on ne pense pas forcément à prendre des congés, à bien se faire ses fiches de paye, etc. Donc ça peut être aussi intéressant, même quand on est 1, d'avoir quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines. Ok. Et dans le cadre où les RH font du recrutement, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il fallait être spécialisé sur un secteur pour avoir la crédibilité d'aller chercher des profils sur un secteur spécifique? Par exemple, admettons, grosse boîte d'IT, ce qu'il y a beaucoup à Luxembourg, je suis un RH, j'ai pas nécessairement des compétences en IT. Est-ce que c'est nécessaire d'en avoir pour aller chercher des profils, pouvoir les spotter correctement, pouvoir gagner en crédibilité auprès d'eux? Est-ce que c'est primordial ou est-ce que pas du tout? Je dirais que c'est assez primordial. Après, attention, il y en a qui font parfaitement bien le job sans forcément avoir
de compétences techniques à la base. Bien sûr, quand on est RH, on ne va pas forcément être dev. Pour autant, tout dépend du fonctionnement de la boîte, dans le sens où si c'est une entreprise qui reçoit quotidiennement des candidatures qualifiées de manière organique, c'est-à-dire des candidatures spontanées, j'aurais besoin peut-être de moins de compétences techniques que si je dois aller chasser des devs. Et si je dois aller chasser des devs, là, ça peut être intéressant d'être formé, de savoir de quoi on parle, de connaître un peu le langage, la culture, parce que ce faisant, peut-être qu'au lieu d'aller chasser des devs sur LinkedIn, je vais aller les chasser sur GitHub. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, l'intérêt du growth hacking, c'est que un petit hack existait, je ne sais pas s'il existe encore, pour aller récupérer dans les logs de GitHub les adresses mail de connexion, et donc du coup de fil en aiguille, si je chasse un dev qui fait du C#, je vais sur GitHub, je vais chercher les devs C# du Grand Est, il y a possibilité de récupérer leurs adresses mail. Bon voilà, ce que je dis n'est pas forcément tout à fait légal, mais ça existe, voilà. Je crois qu'il y avait une grosse société belge qui avait fait ça pour recruter, et eux, ils avaient été voir les plus gros contributeurs, je crois. Oui, donc je pense qu'on pouvait aussi les classer, peut-être pour voir quels étaient les devs les plus actifs, voir où ils travaillaient, etc. Exactement, c'est exactement ça. On en revient aussi... alors je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux, et je vais essayer de traiter en parallèle les deux questions. À la fois, qu'est-ce que la fonction RH, et faut-il être technique en tant que chasseur de tête, donc j'ai travaillé pendant à peu près 5 ans dans un cabinet de recrutement spécialisé dans l'IT, Tomorrow Jobs, installé à Nancy. D'ailleurs, salut la team TJ. Nous, on a été formés, c'est-à-dire qu'avant même de pouvoir passer un entretien, de pouvoir faire une pré-qualif avec un candidat, j'ai mon excellent binôme Mathieu Bonneau qui m'a fait travailler toute la partie tech. Alors, coup de chance, je travaillais déjà dans le marketing, donc on va dire qu'il y a des choses que je savais sur la partie technique et dev, mais pendant 15 jours, j'ai appris par cœur à quoi sert tel ou tel langage, comment ça fonctionne une infra, c'est quoi la différence entre technicien système, technicien réseau, et tant que j'avais pas un sans faute, je pouvais pas passer un call. Et ça a été ultra formateur, parce que du coup, je suis très rapidement monté dans le bain. C'est-à-dire que la fonction de RH, la fonction recrutement, c'est aussi une fonction qui est basée sur le recrutement, sur la formation. Et c'est sans compter tous les échanges que j'ai eus avec des développeurs ou des mecs et des nanas de la tech qui m'ont également enrichi. Le but du jeu aussi sur du recrutement, c'est de s'enrichir mutuellement, et je posais des questions pour en apprendre plus, pour en savoir plus, et d'avoir une chose en plus à raconter la prochaine fois. Et ça, c'était super intéressant. Donc, garder l'esprit ouvert dans le recrutement, et se dire que la personne en face de nous a aussi des choses à nous apporter, à nous apprendre, et créer un véritable moment d'échange, de partage, ça, c'est le beau côté du recrutement, et dans ce sens, la montée en compétences peut même se faire sur un entretien. Et je trouve ça plutôt cool. Et pour revenir sur la fonction RH, quelques instants, on a affaire à aussi un changement du côté du métier. Ça va parce qu'on a à peu près tous le même âge ici, donc on va dire qu'il y a 15 ans, quand on voulait envoyer une candidature dans une boîte, déjà, fallait se lever, fallait sortir de chez soi, fallait imprimer son CV, fallait aller sur place. Bon, je grossis un peu le trait. Il fallait aller sur place, se rendre sur place, et t'arrivais devant une boîte, tu pouvais pas aller directement voir les RH, quoi. Impossible. Donc il y avait quand même une certaine, je dirais, sécurité, ou une soupape vis-à-vis des RH qui était entre guillemets un peu plus à l'abri. Je dis l'abri parce que aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, avec le développement d'Internet et le reste, qui existait déjà il y a 15 ans, mais ça s'est vraiment amplifié clairement, la fonction RH, c'est aussi une fonction qui s'est métamorphosée dans le sens où le RH doit faire ses payes, ses congés, mais doit aussi être présent sur LinkedIn, doit aussi être dans ses mails. Il y a les job boards, donc les job boards qui sont en fait les sites spécialisés où on va diffuser nos annonces. Le RH va recevoir 5 candidatures du même gars, mais via 5 canaux différents.
et en plus il faut répondre à tout le monde. Donc le RH aujourd'hui, on a un peu cassé le mur entre candidat et RH. Le RH est beaucoup plus exposé, a beaucoup plus de charge mentale aussi. Il est d'autant plus important de se former, d'avoir les bons outils, en plus de la bonne mentalité, quoi, clairement. Mais voilà, je tenais à préciser que la fonction RH a bien évolué, clairement. Ok. J'aimerais juste revenir sur ton expérience en tant que chasseur de tête. Et donc tu expliquais que tu avais dû te former avant et puis que tu en apprenais au fil des entretiens. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des profils qui te challengeaient ou qui te titillaient pour voir justement quelle était la limite de ton vocabulaire, de tes connaissances? C'est possible, c'est possible. Après, il y en a peut-être qui l'ont fait, je m'en suis pas rendu compte et je suis passé pour un con. C'est possible, c'est possible. En sachant que le plus important dans ces cas-là, c'est au final de dire tout simplement je sais pas. Ma réponse, ça serait de dire je sais pas. À côté de ça, ça a pu m'arriver. La réponse, oui, je sais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Après, encore une fois, on n'est pas forcément, on ne devient pas dev au même titre quand on parle des métiers de l'IT, mais même sur du métier de bizdev, sur du métier, ou même sur des postes de CTO. Voilà, il y a différents niveaux hiérarchiques aussi, donc sur les postes de responsable, de CTO, etc. Autant il est important d'être technique sur les langages informatiques, on va dire, mais c'est aussi super important de s'acculturer. Je pourrais peut-être pas parler de JavaScript, voilà, comme si j'avais créé JavaScript. Par contre, on peut parler de méthodologie de travail, on peut parler dans telle situation, il se passe ça, qu'est-ce que tu fais? Ça peut être intéressant aussi. Ok. Et bon, tout à l'heure, on a abordé le cas GitHub dans une des idées de recrutement pour aller chercher des profils tech. Est-ce que tu peux un peu nous parler des tendances que tu vois émerger dans les façons de recruter, dans comment le métier évolue? Ok. Je vais essayer d'apporter une réponse en prenant différents aspects. Et je pense que l'aspect qui est important, c'est déjà l'aspect candidat. Dans le sens où on a quand même affaire à des générations qui évoluent. On a quand même affaire à des moyens de communiquer qui évoluent. La tendance, c'est une tendance qui est assez orientée sur le ghosting, par exemple. C'est-à-dire que l'une des difficultés pour les RH vis-à-vis des candidats, enfin pour les RH, pour les entreprises vis-à-vis des candidats, c'est d'avoir un candidat et du jour au lendemain de plus en entendre parler. Et ça arrive beaucoup. Le ghosting, c'est comme on se sert du ghosting, enfin on parle du ghosting entre nous, dans les relations, souvent c'est dans les relations, je me suis fait ghoster, quoi. Ça arrive aussi beaucoup, et de plus en plus, côté candidat, c'est-à-dire que c'est une tendance de je rentre en process, je donne plus de nouvelles, pour raison X ou Y. Il arrive exactement la même chose quand on est candidat, je suis en contact avec un recruteur, là du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles. Mais ça, je pense que c'est encore une tendance. C'est-à-dire que la question qui doit se poser derrière, c'est pourquoi est-ce que je me fais ghoster? Pourquoi est-ce que je n'ai plus de nouvelles? Qu'est-ce que je peux mettre en place très tôt dans mon process, moi en tant que RH, en tant qu'entreprise, pour générer de l'engagement, pour créer de l'engagement, et pour m'assurer d'avoir le moins de ghosting possible. Voilà, ça c'est, on va dire, on parle de tendance dans le recrutement, ça il faut quand même se rendre compte que ça existe et ça en fait partie. Autre tendance, ça peut être des tendances orientées sur on va se servir de quel média, de quel support pour aller recruter. À l'heure où on parle beaucoup de responsabilité sociétale des entreprises, de RSE, de Great Place to Work, de ce genre de label également, très concrètement, ce qui est important aujourd'hui, c'est de mettre le paquet sur quelles sont nos valeurs, quelles sont nos manières de communiquer, et surtout, je pense, c'est quelles sont les cartes que l'on va donner à notre candidat. Tu rentres en processus avec ma boîte, qu'est-ce que je vais te donner comme information, qu'est-ce que je vais te donner comme moyen pour performer en entretien. J'espère que ça va continuer. Il y a une tendance qui ressort, qui commence à ressortir, c'est qu'on se rend compte que pour les entreprises qui ont déjà parfaitement intégrer la satisfaction client. Aujourd'hui, la satisfaction candidat doit être tout aussi importante, parce qu'un recrutement malheureux, raté,
ça peut coûter entre 5 et 30 000 euros, en fonction du niveau de contrat et de poste. Pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher ? Parce qu'il y a pas mal de frais cachés. Combien est-ce que je dois mettre sur la table pour faire appel à un cabinet de recrutement, une agence d'intérim, à des outils qui me permettent de multidiffuser, ce genre de choses. Ça coûte cher. Et souvent, ça craque pendant la période d'essai au cours de la première année. Je crois que c'est 63% des contrats en CDI qui pètent au bout de la première année, souvent parce qu'il y a des problématiques de misfit culturel. Donc, une des tendances qui arrive aussi, c'est de comprendre ce misfit culturel. Le misfit culturel, c'est quand nos valeurs ne sont pas compatibles, nos visions ne sont pas compatibles, mais il nous faut un petit peu de temps ensemble pour s'en rendre compte. Souvent, c'est ce qui arrive. Donc ça fait partie aussi des tendances de s'en rendre compte, justement. Autre tendance qui peut arriver, c'est qu'on est de plus en plus habitué à se servir de LinkedIn, qu'on est de plus en plus habitué à construire ses annonces, à les rédiger, à se servir des outils digitaux, des outils pour suivre les candidatures. Tendance aussi sur tout ce qui est fonction RH partagée, c'est-à-dire qu'avant, en tout cas maintenant, les recrutements se font via le service RH, via les managers, via les collaborateurs. On structure de plus en plus, on construit de plus en plus. Voilà, après, je vois pas ce que je pourrais apporter de plus sans trop m'éparpiller dans ce que j'aurais à dire. Moi, tout à l'heure, tu as fait allusion au label qu'on voit de plus en plus sur Great Place to Work, etc. Est-ce que dans le cadre de ton expérience, ça a été un indicateur où le candidat a dit « Ah oui, ils ont le label là, je vais aller chez eux » ou bien est-ce que c'est plus un... Oh, je perds mes mots, putain. Un label pour un argument qui c'est plus un argument corporate pour se vanter d'avoir ce label en société, ou est-ce que ça a vraiment un impact pour les candidats ? C'est une bonne question. Je pense pas qu'il y ait un impact véritablement. Enfin, à titre personnel, encore, j'ai pas suffisamment de points de comparaison parce que je suis en train de me demander si j'avais déjà travaillé avec une boîte qui avait justement ce genre de label. C'est sans doute, mais c'est pas forcément ce qui va retenir l'attention parce qu'aujourd'hui, post-Covid, ce qui va être important pour un candidat, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, c'est la rémunération, c'est la flexibilité dans le travail, c'est le sens dans le travail. Alors effectivement, quand on a un label Great Place to Work, c'est techniquement on a coché les cases, mais on en revient très vite au basique, à savoir est-ce que j'aurai mon jour de télétravail par semaine, au niveau de la REM, est-ce que vous ferez mieux, est-ce que vous allez vous aligner, etc. Ça c'est important. Maintenant, on voit pas trop mes chaussettes en laine, ça va, non. Je voulais en profiter pour partager une expérience. Sur les chaussettes ou sur les chaussettes, ça me fait penser au donjon de Nullbuck. Chaussettes. C'est à ce moment-là que je vais. Alors je ne sais pas si ça servira pour ce podcast, mais intéressant. J'ai pour un poste en com. Donc bon, il faut savoir on va dire que c'est pas les métiers de la com qui sont les plus en tension. Bon. Quoique, c'est pour ça que je recommande à tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans le marketing ou dans la communication, je ne peux que vous inviter, mes frères et sœurs, à vous spécialiser. Très concrètement, la com... la com ChatGPT et Midjourney, ça va avoir ses limites à un moment donné, ça va se voir, quoi. Se spécialiser sur l'utilisation de Midjourney, de ChatGPT, etc., excellent. Ça, ouais, à la rigueur, il faut choisir une spé IA, super intéressant, sur plein de domaines différents. Mais ce qui va faire la différence, c'est que des chargés de com, et je le sais parce que je suis passé par là, j'ai commencé par ça, c'était un BTS communication des entreprises. Des chargés de com, il y en a plein, ça fait perpète qu'il y en a plein. Aujourd'hui, je ne peux que recommander à quelqu'un de se spécialiser le plus tôt possible, c'est-à-dire, j'ai pris une orientation SEO, dans le Grand Est, Traffic Manager, ça cartonne. Pourtant, il y en a très peu. Et il y a plein d'entreprises qui en recherchent. Spécialité SIA,
un petit peu plus difficile à se spécialiser sur du SIA dans le Grand Est parce qu'il faut les trouver, les annonceurs et les entreprises qui vont mettre du gros budget sur du SIA, mais on peut commencer avec des petits budgets aussi sur du SIA à apprendre parce que ça, ce sont des compétences qui sont recherchées. Voilà, je fais ma petite aparté communication, donc se spécialiser, c'est ultra important. Ce que je voulais partager comme aventure, du coup, c'est j'ai recruté pour un poste en communication pour un client, poste responsable ou directeur communication. En quelques jours, une centaine de candidatures qui rentrent. Même pas besoin de chasser, ça rentre tout seul. J'ai du coup pris les 100 candidatures, je les ai triées, j'ai répondu à tout le monde, les 100. J'ai fait un mail à tout le monde. Et en fait, j'avais trié les candidatures sur non, ça va pas du tout, parce que tu sors d'école et directeur communication, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que pourquoi est-ce qu'on va chercher de l'expérience ? Parce que dans telle situation, quand il se passe quelque chose, tu sais la gérer techniquement, tu as déjà vécu ça. Il y a des situations qui ne se gèrent qu'avec l'expérience de les avoir vécues. Donc, Exactement. Et même vis-à-vis aussi, c'est là où on en revient peut-être sur le misfit culturel, même vis-à-vis d'une équipe. Ça se trouve, dans l'équipe, il y a des mecs et des nanas qui ont 40 balais. Demain, j'ai 30 ans, je rentre, je suis responsable de mecs et de nanas qui ont 40 balais. Est-ce que ça va passer dans l'entreprise ? Donc ça, c'est un autre sujet. C'est est-ce que dans mon entreprise, on accepte l'autre, quel que soit son âge, parce que c'est les compétences qu'on recherche en priorité. Ça, c'est un vrai sujet. Parce que bien souvent, on va chercher plus... je ne sais plus qui avait dit ça, mais c'était assez intéressant. Il disait, on va chercher l'allégeance avant d'aller chercher la compétence. Et ce qui est intéressant, quand on fait du recrutement, c'est d'abord d'aller chercher la compétence. Point. Et c'est ce qui fait qu'on va être plus ouvert à aller recruter du freelance. Tiens, toi du CDI, tu préfères du CDI ? Ok, CDI. Et on va être plus flex parce qu'on va chercher la compétence. Je retourne à mon histoire. Je réponds à tout le monde. Donc les 75-80% à qui je dis non, définitivement. Une petite partie à qui je dis j'ai un doute, je connais le client, je pense que ça va pas être possible, mais viens on discute. On va quand même discuter. On se fait une visio, ça sera quand même l'occasion de faire connaissance. Ceux à qui je disais oui, viens on se fait une visio. Je tiens à préciser que même ceux à qui je disais non, j'expliquais pourquoi, et je disais, cela dit, la porte n'est pas fermée, on peut parler de ton projet, viens on se fait une visio. C'est-à-dire que sur les 80% des 100 à qui j'ai dit non, je laissais la porte ouverte du viens on se fait une visio. En tout et pour tout, sur les 100, il y en a à peu près 7 ou 8 qui m'ont répondu. Ça, c'est déjà un bon indicateur sur la mentalité aussi, je trouve, des candidats, s'ils ont la niaque, s'ils vont chercher plus loin ou s'ils abandonnent pour tenter une autre porte facile. Et en même temps, je fais de reproches à personne et je peux parfaitement comprendre la position de pourquoi est-ce qu'on peut mal le vivre, mal le prendre. On a quand même une tendance aujourd'hui pour revenir sur les tendances, à pouvoir postuler en un clic. C'est très facile, ça se fait très vite. Peut-être après, allez, on va dire que vu qu'en tant que chasseur de tête, je contactais quand même beaucoup de monde par semaine, entre 300 et 400 personnes, peut-être que je suis tombé dans les spams. Sur les 8 qui m'ont répondu oui, il y en a 4 qui ne sont pas présentés. C'est-à-dire que sur 100 candidatures, j'ai répondu viens, on se fait une visio à tout le monde, avec des oui peut-être et des non, et au final, 4 visios. Donc ça, c'est aussi une réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour créer cet engagement, pour aussi et avant tout créer une véritable relation de confiance ? Parce que le recrutement, il faut se rendre compte que c'est permettre à quelqu'un... apporter à quelqu'un une très bonne nouvelle et à d'autres peut-être une nouvelle qui est moins bonne, mais il faut rebondir et il faut voir aussi je te dis non, qu'est-ce que je peux t'apporter, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, qu'est-ce que je peux te faire pour te permettre de réussir. Et tu parlais ici des solutions qu'on a apportées justement pour essayer de combler un peu ce ratio. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a réellement des solutions à apporter sur tout, ou est-ce que le problème est peut-être juste un problème générationnel avec des gens qui ont grandi avec le digital, avec l'éphémère, et qui justement ne vont pas vouloir pousser plus loin ou se... C'est possible. Une chose est sûre, ouais, c'est une question qui est, je pense, peut-être que je pourrais y répondre simplement, peut-être que quelqu'un pourrait y répondre simplement à ma place.
Ça a l'air plus complexe que prévu. Ce matin, justement, on avait un déj intéressant avec le club Cheese de Mercedes du groupe Crelly, distributeur Mercedes dans le Grand Est, et on était accueillis par Jean-Philippe de l'agence Lorweb à Metz. Donc Jean-Philippe a vraiment creusé, s'est spécialisé dans la programmation neurolinguistique, donc dans l'écoute, dans la questiologie, si je dis pas de bêtises, donc sur des sujets très intéressants. Et il nous a quand même rappelé que il y a des choses qu'on ne peut pas processer. On ne peut pas tout mettre en pilote automatique dans les process, parce que il y a des choses qui sont relativement importantes. Donc, quand on parle d'humain, ressources humaines, lui avait un exemple qui était très intéressant. Si pendant que tu étais enfant, on t'a toujours dit c'est bien mon grand, c'est super ce que tu as fait alors que tu n'as pas fait des trucs de ouf. Moi, je schématise un peu et je me souviens plus exactement qui l'a dit. Ça va, ou si tu as manqué d'affection, enfin, il y a les blessures de l'enfant. Et au final, peut-être que sur une génération, peut-être que si on a un peu... parce qu'il y a chaque génération a sa manière d'éduquer les enfants, effectivement, peut-être que sur une génération, on a généralisé une méthode de management de l'enfant, de l'éducation de l'enfant, qui a des répercussions sur peut-être une capacité à plus difficilement accepter la critique, plus facilement prendre les choses à cœur. Dans ce sens-là, oui, c'est possible qu'il y ait aussi du générationnel derrière, mais je m'y connais pas suffisamment. Tu le vois sur une campagne de recrutement, tu sais identifier les différences générationnelles comme ça sur des... Je vois... peut-être que j'arrive à... mais ça, je suis pas non plus intimement convaincu. Mais en tout cas, j'ai plutôt tendance à me dire que si quelqu'un a envie de déchirer, il va se donner les moyens, quel que soit l'âge, quelle que soit la génération. Et la capacité à accepter la critique et à rebondir, ça, c'est une compétence clé, je pense, un soft skill, une compétence, un savoir-être. J'avais un jeune candidat, je lui avais dit, prépare-toi à l'entretien. Une semaine, on se revoit, prépare-toi à l'entretien, ça veut dire, voilà, intéresse-toi sur la boîte, l'annonce, fais le taf, quoi. Parce que derrière, c'est un client. Bon, il s'était pas préparé. Du coup, très rapidement, dans l'entretien, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, je pourrais pas t'envoyer chez le client, parce que t'es pas prêt, tu sais pas de qui il s'agit, tu sais pas... Bref. Il a tellement bien accepté la critique, dans ce que je lui ai dit, que du coup... Je lui ai dit, je vais te présenter 2 boîtes. Je te dis tout ce que je sais sur ces 2 boîtes. T'as 48 heures pour me faire un retour sur les boîtes. Et t'es rencardé à fond. Tu m'appelles et tu me dis voilà ce que je sais. Et je veux pas que ça soit de la lecture du site internet. Et ce mec a fait le taf. Et au final, ma première impression, c'était t'as pas du tout préparé ton entretien. Par contre, si je te donne une chance de briller, de performer, et là le gars s'est arraché et il a pu du coup rejoindre les équipes d'un des 2 clients. Donc ça veut dire que donner une chance d'expliquer, c'est... Oui, ça rallonge les process. Oui, ça fait... Ça revient à ce que tu disais, quand on peut pas tout automatiser, il reste... Dans tous les cas, il y a de l'humain derrière et du jugement à avoir. Je voudrais maintenant revenir un peu sur le sujet de la culture d'entreprise. C'est vrai que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus important pour les jeunes candidats de voir ce qu'ils vont faire avec leurs collègues, au-delà de leur travail, que ce soit derrière un ordinateur ou pas. Quelle est ta vision là-dessus ? Est-ce que pour toi c'est important ? Est-ce qu'on garde des talents en investissant dans un frigo à bière et un baby-foot, ou bien est-ce que c'est... Investir dans un frigo à bière, c'est toujours intéressant. Toujours intéressant. Pour parler et pour revenir sur le sujet... des tendances, sujet que je n'ai pas forcément évoqué, mais ça a été le grand chamboulement. Le télétravail a été globalement généralisé dans plein de boîtes qui disaient non, on fera jamais de télétravail. Du jour au lendemain, tiens, tu vas quand même en faire. Ils ont été obligés. On est capable quand même d'encaisser et de s'adapter. Donc,
Pour répondre à ta question, au niveau de la culture d'entreprise, est-ce qu'il faut du télétravail ou est-ce qu'il faut un distributeur à bière, un baby-foot? Je dirais que si tes collègues sont tous des connards, ça va pas changer grand-chose. En fait, c'est un peu grossier de dire ça, mais in fine, la culture de l'entreprise, c'est toutes ces petites composantes de quelles sont nos habitudes et nos comportements face à tel comportement. Comment est-ce qu'on va réagir dans telle situation? Qu'est-ce qu'on va favoriser dans l'entreprise? Comment est-ce qu'on va se faire grandir les uns les autres? Est-ce qu'il y a un dress code? Est-ce qu'il y a un langage, une culture? Ça va être tout ça. Effectivement, si quelqu'un rentre, quelqu'un rentre dans la boîte, s'il y a un écart générationnel, par exemple, ou pas, on va pas parler de l'âge. Si quelqu'un rentre dans ta boîte et que dans ta boîte tout le monde a des références sur le donjon de Nullbuck et que cette personne-là n'a pas ces références du donjon de Nullbuck, tu vois, et pourtant ça fait partie de nos valeurs de parler du donjon de Nullbuck, etc. Donc c'est pas fait pour tout le monde, et je pense que ça fait partie des valeurs, entre autres, de ces cultures, de ces rituels, au même titre que on va parler de bienveillance, on va parler de mots valises qu'on va mettre. Oui, nos valeurs, c'est la bienveillance, c'est l'écoute, etc. Mais en réalité, il faut aller chercher beaucoup plus profondément, je pense, dans les habitudes et dans le quotidien, et se dire, tiens, dans la semaine, c'est quoi nos habitudes? Ah ben tiens, nos habitudes, c'est le vendredi, on va se boire une bière tous ensemble. Ok. Et on est content, ça nous fait plaisir de venir sans contrainte, on n'est pas sous la contrainte, c'est juste qu'on sort, on va se faire plaisir. Mais demain, tu rentres quelqu'un dans ton équipe qui n'a pas envie d'aller sortir boire des bières, il y a deux cas de figure. Soit ton équipe va dire, ah bah l'autre, il vient jamais boire des bières avec nous, il veut pas s'intégrer, ou l'autre cas de figure où tu veux pas venir boire de bière avec nous, c'est pas grave, lundi matin, on prend le croissant. Enfin, et ça fait aussi partie des valeurs de comment est-ce qu'on accepte les autres, comment on ne juge pas l'autre, comment est-ce qu'on va se mettre à l'écoute et véritablement communiquer. Et ça, c'est un véritable indicateur aussi de nos valeurs et notre culture. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Et dans ton expérience à toi, quand donc tu fais du consulting justement dans certaines sociétés, ça t'est déjà arrivé d'entrer dans des boîtes qui avaient des process vieillots, où la moyenne d'âge était peut-être plus élevée, et où tu as dû faire un vrai travail pour amener la chose, moderniser, leur faire comprendre que toutes ces petites choses dans le cadre de la société, de son activité parallèle, c'est important pour attirer de nouveaux talents. Je touche du bois pour le moment. J'ai pas travaillé avec des méthodes de fonctionnement vieillots ou vieillissants. J'arrive toujours où une décision a été prise d'activer, de passer la troisième carrément. C'est des entreprises qui ont déjà passé la seconde, qui sont vraiment bien lancées, qui ont besoin de passer la troisième. Donc j'ai pas, par contre, j'ai par contre vu des choses, dans le sens où jamais je travaillerai dès que je reçois des candidatures de mecs, je donne pas suite, parce que il y a déjà eu un mec dans l'équipe et en fait ça s'est mal passé, donc du coup plus jamais je recrute de mecs. Ça j'ai déjà vu. Son nom de famille il fait pas très français. D'accord, où est le problème? Moi, mes clients, ils aiment bien quand leur account manager, ils ont un nom français. Ok, ça j'ai déjà vu. Dès que je reçois la candidature de quelqu'un qui a déjà été à son compte, je rejette sa candidature. En fait, il y a plein de biais comme ça. Donc, au-delà des outils de travail, des méthodes de travail, bien sûr, si tu as un outil digital qui te permet de recenser toutes les candidatures et qu'au final, demain tu recherches un community manager, tu as une CVTech que tu renouvelles régulièrement parce que les datas de tes candidats, tu ne peux les conserver que 2 ans. Au bout de 2 ans, tu dois redemander si le candidat accepte qu'on conserve les datas. Bien sûr, si tu as ce genre d'outil qui te permet de cliquer sur un bouton et ça envoie un petit message à tous les community managers que tu as déjà eu, oui, ça va te faire gagner du temps. Mais au-delà des outils, si tu as ce genre de mentalité dans ton équipe, là, on a vraiment des mentalités qui sont, on pourra même pas dire vieillottes ou vieillissantes, c'est vraiment des mentalités un peu... c'est dommage d'avoir ce genre de mentalité en entreprise, même s'il y a des choses qui peuvent se comprendre. Donc derrière, on a beaucoup de biais qu'il faut réussir à
à effacer. Et je tiens quand même à repréciser que avant, c'était les RH, entre guillemets, qui faisaient passer les entretiens. Aujourd'hui, il y a des opérationnels qui participent aux entretiens, il y a des managers qui participent aux entretiens. Il y a un vrai travail à faire. Souvent, un manager, c'est un opérationnel qui a de l'ancienneté, qui est devenu manager. Du jour au lendemain, on va lui demander de faire passer les entretiens. Parce que je vois, en tout cas, souvent, c'est des managers qui font passer les entretiens. Il y en a très peu qui sont formés à faire passer un entretien. On va recruter au feeling. Non, on ne recrute pas au feeling. Est-ce que le feeling, c'est équitable en entretien ? C'est pas équitable en entretien. C'est bien d'en avoir. D'autres vous diront qu'on recrute jamais au feeling. Pourquoi pas, si tu as envie d'avoir un feeling, que tu fonctionnes comme ça et que tu es prêt à assumer derrière, très bien. Mais il faut que ça soit équitable, il faut qu'il y ait une grille, il faut qu'il y ait une grille de compétences, une grille. Ça doit vraiment dépendre des types de postes, je pense, où tu peux te permettre de recruter au feeling. Moi, typiquement, je pense que c'est ce que j'ai fait dans le cadre de mes premiers collaborateurs. J'ai été énormément sur l'instinct. J'avais spoté certaines compétences que je savais que j'allais pouvoir exploiter et faire grandir. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de trouver des mentalités, une ambiance, maintenir une ambiance dans le cadre du travail, parce que c'est vrai que c'est un équilibre qui est super fragile. Et surtout quand c'est bon enfant et très second degré comme on a en interne. Et d'ailleurs, je les ai déjà tous briefés qu'à chaque fois qu'on a un nouveau collègue qui nous rejoint, il faut y aller crescendo sur les vannes, il faut tester s'il est réceptif, parce que le but, c'est pas de vexer les gens, on sait jamais comment les gens vont réagir, etc. Et c'est intéressant, mais c'est challengeant aussi de maintenir cet équilibre. Le problème du feeling, et d'ailleurs ça, il me semble que je l'avais entendu dans un podcast, Les outils du manager, le problème du feeling, en contrepartie du feeling, où le problème du feeling, c'est que t'es mal luné parce que t'as mal dormi, parce que t'as un gamin qui a pas fini ses nuits, ton rendez-vous il est prévu à 9h30, il y avait du monde sur la route, tu vas pas forcément être dans un mood, dans un excellent mood. Ou toi ou le candidat. Voilà. Surtout si tu fais ça constamment, quoi. Là, je peux comprendre. Ouais. Et pour contrer un petit peu cet effet feeling, ben, il y a possibilité d'avoir plusieurs étapes. Premier entretien, deuxième entretien, troisième entretien, je te fais rencontrer un peu le reste de l'équipe. Oui, on peut fonctionner comme ça. Et ça, d'ailleurs, ils en parlaient super bien. Je vous invite à écouter les outils du manager et notre podcast, évidemment. Mais en tout cas, c'était super intéressant parce que du coup, ils disaient, oui, les entretiens, c'est aussi intéressant de les faire à différents endroits. Entretien, par exemple, ici, on peut se faire un entretien. Le deuxième entretien dans une semaine, il peut se faire au bureau. Troisième entretien, il peut se faire dans un endroit un petit peu plus convivial, étape par étape. Et ce qu'il expliquait, c'était aussi le face-à-face est intéressant, mais par contre, imaginez-vous dans la voiture avec un de vos parents ou avec un proche, un ami, les discussions sont pas les mêmes, on se regarde pas, il n'y a pas la même gêne quand on regarde la même direction. Et du coup, ça nous ouvre à une autre communication. Et donc, ce que ce monsieur recommandait, c'était de faire des entretiens en allant marcher. Parce que pendant qu'on marche ensemble, on regarde dans la même direction, on est côte à côte, et le fait de marcher va... alors évidemment, on va pas aller se faire des balades avec tout le monde. Non, mais c'est intéressant, ça. Oui. Moi, j'ai fait tout... À chaque fois que j'ai rencontré des candidats, je proposais d'aller prendre un café. Bon, alors, ça a un inconvénient, parce que quand tu proposes d'aller prendre un café, ça peut paraître bizarre pour certains candidats à chaque fois. Ouais. Mais je trouve que on est au milieu d'autres personnes, ils sont pas stressés par l'environnement de travail, parce qu'on sait jamais où on va débarquer. Ici, ça va, c'est à la cool, mais quand t'entres dans une société, que t'as 4 étages, que t'as 15 bureaux, t'es déjà stressé de savoir dans quelle salle tu dois aller, etc. Et je trouve le café, bon, c'est chill, quoi. Oui, mais ça aussi, ça fait partie de la culture de l'entreprise, la manière dont se déroulent les entretiens, dont sont prévus les entretiens. Ça démontre quand même une certaine culture dans l'entreprise. Si on te fait galérer pour arriver au bureau, troisième à gauche, Il y a plein d'ascenseurs deuxième étage, etc., bon, c'est quand même moins sympa que quelqu'un qui t'attend en bas, qui t'accueille avec le sourire, qui te fait un peu visiter. C'est quand même un peu plus sympa aussi, quoi. Et on a toujours essayé aussi de faire au moins le deuxième entretien avec un collègue, pour avoir un autre regard extérieur que si le candidat a une question sur le type de boulot qu'on fait ou comment est l'ambiance, que ce soit pas juste moi ou
ou dans un autre cas le directeur qui répondent et que je trouve que c'est bien que la personne puisse déjà avoir un premier contact avec une autre personne de l'entreprise, etc. Et Mais il y a une question du coup que je peux te poser aussi, parce que tu as aussi de l'expérience et du recul de ce côté-là. Ça fait quoi de faire passer des entretiens et plus tard d'être aussi le patron, l'employeur, le manager de mecs ou de nanas qui peuvent avoir ton âge ou être plus âgés? Alors, passer les entretiens, pour moi, je trouve que c'était assez difficile parce que je suis quelqu'un d'assez réservé, donc il faut un temps d'amorçage avant que je sois à l'aise avec la personne. Mais c'est un challenge aussi. Je me force à essayer de mettre autant que je peux la personne à l'aise pour qu'on puisse avoir une première discussion qui soit pas sous stress. Je dois pas être le meilleur en tant que pour faire passer des entretiens, je pense. Je l'ai fait à ma façon. Je n'ai pas eu à faire 40 pour l'instant non plus, donc j'ai pas énormément de recul. Et après, pour le rôle de patron, y a pas de secret. Ça vient petit à petit. Tu l'apprends par des échecs, par des situations, etc. Donc c'est une formation continue, je dirais. J'ai jamais non plus voulu cultiver le côté patron-employé. Quand je parle de mes collègues, je les appelle collègues, je les appelle pas mes salariés. Voilà, je trouve que on bosse tous ensemble, on fait tous le même job, on essaie de maintenir un équilibre. Ça fonctionne peut-être quand tu es un certain nombre dans une équipe, peut-être que ça marche plus quand t'es 30 ou 40. Je verrai comment ça évolue, je dirais, ce côté-là. Mais j'ai pas envie d'être le mec en costard qui est dans un bureau séparé. Moi, j'aime bien être avec mes gens, pouvoir échanger. Et j'avais d'ailleurs entendu... comment il s'appelle? Éric Larchevêque, je crois. Un des entrepreneurs français qui a fondé Ledger, je crois. Dans une de ses sociétés avant, il expliquait que il avait commencé à voir une baisse dans la productivité ou dans les problèmes qui s'accumulaient. Et ça s'était corrélé au moment où son bureau avait été déplacé à un autre étage, où il n'était plus avec ses équipes. Et du coup, il avait dit qu'il allait simplement solutionner le problème en revenant au cœur du travail avec ses équipes pour pouvoir échanger en direct, etc. Je pense c'est plutôt comme ça que je vois aussi le travail et le rôle de patron. Cool, ça me faisait penser que il y a une chose qui est importante pour revenir là-dessus, c'est le besoin, ou en tout cas les apports de la communication sur la partie RH ou sur la partie recrutement, en sachant que la communication, c'est émettre et recevoir, savoir présenter une entreprise, savoir présenter un poste, savoir présenter une équipe, mais aussi dans le recevoir, c'est aussi savoir écouter, comprendre la personne qui est en face. Et ça, c'est aussi, en tant que RH, en tant que manager, une compétence à développer, parce que, encore une fois, je peux être très bon RH ou très bon manager, mais être le pire communicant du monde, quoi, le pire. Et l'apport qu'on va rajouter du coup avec cette partie communication, de savoir écouter, on parle beaucoup de communication assertive, on parle beaucoup de ces modes de communication, c'est un plus. Je ne peux que recommander à tous ceux qui font passer des entretiens une petite formation en communication. Qu'est-ce que c'est, comment on formule les questions, comment on écoute des réponses. Et pour aller plus loin, et ça c'est aussi peut-être quelque chose qui va te parler, l'apport du marketing dans le recrutement, et c'est ça aussi qui va faire un peu transpirer nos valeurs dans nos annonces. C'est que l'annonce, on parle d'annonce en publicité, l'annonce publicitaire, on parle d'annonce dès lors qu'on a effectivement un produit ou un service, mais qu'on va cibler. On va cibler une audience, on va cibler une certaine catégorie. Voilà, je vais cibler des hommes et des femmes de 20-30 balais qui aiment les animaux. Pas pourquoi cette cible en particulier, mais voilà, on va cibler pour aller vendre notre produit. C'est ce qu'on fait en marketing. Dès lors qu'on parle d'annonce pour du recrutement, le fonctionnement est le même. J'ai une annonce publicitaire, le produit ou le service que je vous propose, c'est un emploi chez nous. Et je pense que l'effort doit être le même, de savoir à qui je m'adresse exactement, quelles sont ses valeurs, donc du coup,
comment est-ce que je vais formuler les miennes, comment est-ce que je vais dire, tiens, toi qui as ces valeurs-là, ou toi qui ne les as pas, parce que l'annonce doit attirer autant qu'elle doit repousser. Donc comment je fais aussi pour repousser intelligemment. Ça doit se passer à ce niveau-là. Je dois aussi comprendre à quelle génération est-ce que je souhaite m'adresser. À ce moment-là, quels sont les codes de cette génération, quelle est sa culture, et me servir de ces outils de communication-là pour performer et développer ma marque employeur. Ça se passe aussi par là, parce que bien souvent, le premier contact qu'un candidat a avec une entreprise, c'est soit son site internet, soit ses annonces, soit directement, il est déjà client, il est déjà consommateur. À ce moment-là, s'il vit une mauvaise expérience, il risque de ne plus être consommateur. FMA, hors note FMA. FMA ? Ouais. Ah, Full Metal Alchemist, à fond, mec. Ouais, quand même. Avec les frères Ulrich, évidemment. Mais du coup, j'ai commencé par FMA, et après j'ai découvert le langage des oiseaux avec un alchimiste, Patrick Burensteinas. Patrick Burensteinas, le langage des oiseaux, l'alchimie, c'est un mec, un alchimiste, et ses conférences sont géniales, ça te fait voyager, enfin, j'adore écouter ce qu'il fait. Et il a fait, d'ailleurs je me demande si il avait fait un documentaire, il partait de Belgique je crois, jusqu'en Espagne, ou au sud de la France, et il faisait la tournée alchimique des cathédrales de France, pour aller déchiffrer ce que les cathédrales avaient décrit dans la pierre, et qui étaient en fait des symboles et des messages d'alchimistes, laissés à travers le temps par les tailleurs de pierre. Magnifique. Allez, j'aimerais peut-être qu'on aborde un peu maintenant le côté marque employeur, qui est un peu aussi ton business model. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire pourquoi c'est important ? Ok. Grosso modo, la marque employeur, si on devait la résumer ce mot-là, ou ce terme-là, c'est 3 piliers: attirer, recruter, fidéliser. Globalement. Donc, sur ces 3 piliers-là, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Quels sont les leviers ? Donc, on parle de marque employeur, on parle aussi des valeurs, on parle de tout ce qu'on a évoqué précédemment. Mais c'est 3 piliers. Qu'est-ce que je fais pour attirer les candidats, pour attirer des candidats qualifiés, pour récupérer du coup des candidatures spontanées ou en réponse à nos annonces, ou sur de la recommandation, de la cooptation. Qu'est-ce que je fais pour les recruter ? Mes process, comment est-ce que je forme mes équipes, etc. Et comment est-ce que je fais pour fidéliser. Et par fidéliser, on peut le voir à différents niveaux, parce qu'il y a certes cette partie-là, qu'est-ce que je fais pour fidéliser mes collaborateurs, pour faire en sorte qu'ils restent le plus longtemps possible, mais qu'est-ce que je fais aussi pour fidéliser des collaborateurs qui sont partis. C'est-à-dire que c'est très sain, je pense, de démarrer une collaboration et de penser déjà à la fin. Et de dire très concrètement, voilà, tu vas pas rester dans ma boîte pendant 15 ans, parce que c'est plus ça le modèle. On n'est plus dans les années 60-70, on faisait 40 ans de carrière au même endroit. On a besoin de bouger, on a besoin d'aller s'enrichir à gauche à droite, de ramener des expériences nouvelles dans les structures. Et en ça, je parlerai pas de ressources humaines, mais de richesse humaine pour ceux qui pensent en termes de richesse, en termes de relations. Ce que j'ai fait ailleurs, je peux l'apporter à l'entreprise. Donc, on peut déjà penser à la fin de notre relation. À la fin de notre relation, voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on va mettre en place, voilà ce qu'on va te proposer pour poursuivre ton activité. On va pas t'enfermer. Le but du jeu, c'est de pas enfermer l'autre dans une relation, surtout si elle est mauvaise. Donc, à mon sens, ne rien faire pour l'empêcher de partir. Au contraire, lui permettre aussi de gagner en employabilité derrière, pour que ce soit quelqu'un qui soit satisfait, qui pourra nous recommander aussi. Donc, la fidélisation, c'est aussi ça, et c'est donc aussi travailler la fidélisation sur des candidats qu'on n'a pas embauché. Le process s'est bien passé, c'est aussi quelqu'un qu'on peut fidéliser. D'où j'ai un poste qui va s'ouvrir, je peux remonter sur 1 an, 2 ans en arrière, recontacter des candidats qui ont eu une bonne expérience. On parle de parcours candidat, parlons aussi d'expérience candidat, d'expérience, comme on parle d'expérience utilisateur, qu'on parle d'expérience client. Quelles sont les différentes émotions qu'ont vécues mes candidats ? On sait très bien qu'il y a beaucoup de frustration, de tristesse, de colère, d'incompréhension, voire même de malaise quand on n'est pas reçu à un poste. Parce que, qu'est-ce que je fais, moi aussi, pour améliorer ces émotions-là et faire en sorte que, même si je te dis non,
Je ne vais pas dire que tu vas sauter au plafond, mais par contre, demain, après-demain, tu pourras toujours dire à quelqu'un que tu connais, tiens, m'a postulé chez eux. Je n'ai pas été pris, mais ça s'est bien passé. Et ce que je fais en consulting chez mes clients, je fais des questionnaires de satisfaction, c'est-à-dire que j'ai la chance de travailler avec des clients qui m'ont ouvert les portes. Alors évidemment, je ne pourrais pas dire qui, mais j'ai eu la possibilité de contacter d'anciens candidats. Clairement, je me suis retrouvé avec une liste de 3000 candidats. J'en ai contacté 500 de manière totalement aléatoire, que des candidats qui ont reçu des retours négatifs. Et je leur ai dit, voilà, Jean-Christophe, je suis consultant, je travaille pour telle boîte, je suis totalement indépendant. J'ai un questionnaire qui est totalement anonyme, vraiment anonyme. Quelques questions que je vous remercierai du temps que vous prendrez pour répondre à ces questions-là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est améliorer, justement. J'ai besoin de faire un état des lieux du niveau de satisfaction. Et parmi les différentes questions, il y avait, comme le Net Promoted Score, le NPS qu'on utilise en startup ou en market, c'est de 0 à 10, à combien est-ce que vous seriez prêt à nous recommander ? Et d'avoir cet indicateur-là, c'est super important parce qu'à partir du moment où j'ai cet indicateur, je vais pouvoir dire à mes équipes, cette année les gars, ou en 2024, on était à 4 en 2023, en 2024 on passe à 6. Qu'est-ce qu'on va faire en 2024 pour arriver à 6 ? Donc cette question-là, est-ce que vous seriez prêt à nous recommander ? Et est-ce que vous seriez prêt à repostuler chez nous ? Ok, on est à 4 ? On va se démerder pour passer raisonnablement à 5. En sachant que ça paraît anodin, et chronophage, mais si je ne fais pas cet effort d'aller chercher de la recommandation, d'aller chercher des avis, d'aller chercher des réponses, est-ce que ça veut dire que je m'en fous, que j'ai pas le temps ? Dans tous les cas, ça va pas empêcher ceux qui ont une mauvaise expérience avec ma boîte d'aller dégueuler, à juste titre, sur ma boîte, sur Indeed ou sur Glassdoor, qui sont des sites orientés emploi. Il y a des boîtes qui vont parler de bienveillance, tu vas aller regarder leurs avis sur Glassdoor, c'est pas la faute forcément du mec qui a dit ok, notre valeur c'est la bienveillance, c'est la faute du mec qui a géré l'équipe ou de la personne dans l'équipe dans laquelle cette personne a travaillé. Donc la marque employeur, ce n'est pas une réunion qui se passe au sommet au niveau de la gouvernance où on va dire chez nous les valeurs c'est ça. La marque employeur, il faut que ça vienne du sol, il faut que ça vienne de la terre, il faut que ça vienne des équipes et qu'on en fasse ressortir notre ADN. C'est quoi notre ADN ? Si notre ADN, c'est tous les jours, on va se challenger sur tiens, t'as entendu parler de la nouvelle News Tech, on a mis en place une veille sur Discord, voilà comment on communique, on est super agile, on répond vite, t'as fait une bêtise, c'est pas grave, viens, on va débriefer sur ta connerie, moi aussi j'ai pu en faire, qu'est-ce que ça t'a appris, qu'est-ce que ça t'a apporté, c'est la somme de tous ces comportements-là qui fait aussi la marque employeur. Et au final, ce que je trouverais magnifique, on en est là quoi, c'est de se dire en fait je viens travailler chez toi parce que j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de travailler, j'ai vu qu'il y avait Damien qui était là, Damien il fait des trucs stylés dans ta boîte, j'ai vu qu'il y avait Pierre dans ta boîte, j'ai vu qu'il avait fait des trucs stylés, et en fait c'est cet ADN, ces valeurs, cette marque employeur, elle peut aussi s'appuyer sur des mecs et des nanas stylés, qu'on peut appeler des ambassadeurs, mais qui sont aussi potentiellement des sources d'inspiration, et ça on peut le revoir aussi chez certains artisans. J'ai un pote qui a fait une reconversion à 36 balais, il était cuisinier, il est devenu métallier, il veut travailler dans telle boîte parce qu'il y a un mec qui a le savoir-faire. Ça fait 30 ans qu'il est forgeron. Et ça aussi, c'est un putain d'élément de marque employeur. Tout à l'heure, on parlait des frigidaires à Binous et compagnie. Les mecs qui ont le savoir-faire, souvent, c'est un bon argument. C'est un bon levier marque employeur. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait pour les garder, ces gars-là aussi. J'ai été un peu long sur la partie marque employeur et on pourrait encore en dire beaucoup plus, mais ce qui me tenait à cœur de partager avec vous. Et là pour toi ici, les sociétés avec lesquelles tu travailles, elles font appel à toi justement pour que tu les aides à mettre ça en place, mais une fois que tu n'es plus là, comment ça se passe ? Est-ce que c'est qui s'occupe de maintenir ce travail-là ? Est-ce qu'on engage des profils ? C'est quel type de profil qui s'occupe de ça ? Oui, très bonne question. Pour le moment, je suis toujours là. Tant mieux. Non, c'est bon, marque employeur, on a compris, il y a les castors. Mais c'est une vraie question. Alors, donc, grosso modo, une fois que l'audit est réalisé, je communique une stratégie. Donc, le but de l'audit, c'est de délivrer une stratégie, une feuille de route
Après, soit je suis présent et à ce moment-là, je peux conduire cette stratégie avec les différentes équipes, soit je disparais et à ce moment-là, il faudra bien trouver quelqu'un pour s'en occuper en interne. Souvent, cette tâche est reprise par justement les ressources humaines. Mais ce que je remarque effectivement, et tu fais bien de me le rappeler, c'est que sur le dernier audit que j'ai fait, et même encore avec un client avec lequel je travaille, on a un changement du type de profil recherché, en tout cas sur les postes de marque employeur. Aujourd'hui, les ressources humaines, les boîtes ont tendance à se rendre compte que le profil marque employeur, je donne des cours en master RH, on évoque le sujet de la marque employeur qui passionne tout le monde, mais effectivement, on va avoir besoin de communiquer, on va avoir besoin d'être sur les réseaux, de comprendre certaines choses, de rédiger, etc. Et donc là, on a souvent affaire à des profils plus orientés effectivement, comme on le disait en off, community manager, qui peuvent effectivement... c'est de l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on va communiquer sur ce qui s'est passé, les événements, faire des insight stories, ce genre de choses. C'est super parce que du coup, ça permet de donner de la visibilité, mais c'est une branche, c'est vraiment véritablement une branche de cet aspect marque employeur. Par contre, pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure, petite histoire, je donnais des cours en bachelor marketing et je leur disais oui, la marque employeur c'est important avec vos métiers, il y a une porte ouverte sur les sujets de la marque employeur. Si vous êtes dans la com ou dans le market aujourd'hui, spécialisez-vous sur la marque employeur parce que c'est ce qu'on va chercher. Oui, non, on s'en fout, ils étaient tous sur leur téléphone et sur ChatGPT, etc. Big up à vous si vous nous écoutez. Vient le jour de l'examen. 5e recommandation qui était à faire dans leur étude de cas. Vous devez aider les RH, vous devez donc rédiger une annonce et donner 5 recommandations sur la partie marque employeur. Il fallait m'écouter ce jour-là. Donc pour revenir un peu sur les tendances, aujourd'hui, sur des filières bachelor et master, en RH on parle de marque employeur, mais aussi, et ça c'est cool, en marketing, on parle de marque employeur. Ça commence à être intégré. Donc, il peut y avoir des profils community manager qui peuvent aussi parfaitement bien servir la cause de la marque employeur. Mais derrière, il faut une strat. C'est comme en com, c'est comme en market, il faut une strat derrière, quoi. Ah, il faut de la régularité aussi. Nous, on le voit aussi, on le sent qu'on a besoin on a plein de choses à communiquer. On sent que ce serait pertinent, mais en fait, il faut avoir le temps de produire, il faut avoir le temps d'être régulier, il faut avoir le temps d'être organisé. Et au final, comme on est le nez dans le guidon, dans les projets tout le temps, on n'a pas le temps justement de maintenir cet équilibre. Et donc, tôt ou tard, je pense qu'il faut quelqu'un qui s'occupe juste de ça. Montrer qu'est-ce qui se passe dans la société, qu'est-ce qu'on y fait. Le temps. Et ça tombe bien parce qu'avec les potos Thomas Mertz et Julie Sabouret, on est en train de développer des bootcamps sur la création de contenu, sur l'automatisation des process et sur la marque employeur également. Donc, les gars, vous êtes tous invités si vous voulez rejoindre nos bootcamps. C'est gratuit, c'est 2 demi-journées. Vous êtes les bienvenus. C'est en visio en plus. On va peut-être finir sur quelques astuces sur le recrutement. Yes. C'est aussi ton truc, je pense. En 2023... on parlait tout à l'heure de GitHub pour recruter des devs, des profils tech. Oui. Est-ce que tu as quelques tips and tricks à nous raconter sur le recrutement en 2023 ? Ok. Plusieurs choses. L'annonce, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à retravailler sur l'annonce. Parce que je vois encore beaucoup trop d'annonces qui sont en fait des copier-coller du copier-coller de 2012. Il y a des choses qui n'ont pas évolué. Pourtant, tes équipes, elles ont évolué, tes outils ont évolué, tes compétences en interne ont évolué. Donc, les annonces, il faut les retravailler. C'est un vrai travail de communication. C'est un vrai travail de market, en fait. Donc, je ne peux qu'encourager celles et ceux qui travaillent sur cette partie-là de faire encore un pas de plus dans une collaboration active. Ce que je veux dire par là, c'est aller voir ceux du market, aller voir ceux de la com, comment est-ce qu'on va rédiger, cibler, rédiger ensemble, tester. Donc, tips numéro 1 sur l'annonce, ce que je vois beaucoup, c'est que avec l'évolution des noms des métiers,
Je cherche un chargé de com, oui, mais en fait, il est community manager, oui, mais en fait, il est traffic manager, oui, mais en fait, il est manager. En fait, il n'est pas manager, et c'est un opérationnel, il est manager de rien. Euh, Retravailler les annonces. Si je ne reçois pas suffisamment de candidatures sur un poste de assistante de direction, eh ben, peut-être que j'aurai plus de candidatures sur bras droit du CEO. Peut-être que j'en aurai plus sur Office Manager. Et c'est là tout l'intérêt aussi du marketing. C'est-à-dire qu'on a des outils de veille de mots-clés, du type SEMrush, qui font que, tiens, il y a combien de requêtes mensuelles sur commercial, emploi Luxembourg? Et des outils, donc la compétence SEO, la compétence de référencement naturel, eh ben, c'est un plus pour les RH de se dire, bah, les mecs, en fait, BizDev, emploi Luxembourg, il y a 30 requêtes par mois, mais commercial, emploi Luxembourg, il y a 150 requêtes. Ok, nous on cherchait du BizDev, on va changer, on va mettre commercial. C'est un exemple, j'ai absolument pas les chiffres, mais grosso modo, c'est aussi ça un bon type, c'est une bonne practice, c'est de revenir un peu sur ces techniques. Et là, on va arriver sur un peu la mentalité growth hacking. Je sais que dans un métier, il y a des outils, il y a des façons de faire. Est-ce que je pourrais pas emprunter ces outils et ces méthodologies-là pour m'en servir sur mon métier? Ça, c'est le growth hacking. Il n'y a pas besoin d'être un marketeur pour faire du growth hacking. Enfin, si un peu, enfin, il y a plein de choses qu'il faut faire ou savoir, mais on peut avoir aussi des growth hackers RH, quoi. Ah oui, tiens, il y a moyen, il y a ça existe, ok, techniquement c'est possible, ok, je vais m'en servir. Donc l'annonce, les mots qu'on va utiliser, le positionnement de ces mots-clés. Je vois encore beaucoup de multidiffusion. On va diffuser nos annonces pour quand on en a besoin, oui. Mais en fait, tu as un site internet, un site carrière, et ben, tu pourrais parfaitement te retrouver en première page des résultats Google sur la requête BizDev Emploi Luxembourg. Si derrière, tu as fait le nécessaire au niveau de ton site internet pour que ton offre d'emploi, ta page emploi avec ta job description, j'arrive à dire avec des trucs, avec des accents anglais dégueulasses, mais pour ressortir dans mes premiers résultats, là, tu as gagné du temps. Tu es positionné en première ou deuxième page, idéalement première, et dès que j'arrive sur ta job description, eh ben, j'ai tout de suite ton site, j'ai tes couleurs, j'ai tes valeurs, j'ai ta vision, j'ai ton univers. Donc ça, c'est aussi un autre tips, c'est emprunter du SEO. C'est très long-termiste, c'est pas le petit truc, tu claques des doigts, boum, t'as 100 candidatures. Il faut alors des postes qui reviennent régulièrement. Oui. Sur du recrutement, parce que c'est beaucoup d'investissement et de temps pour aller chercher un profil spécifique. Oui. Mais c'est vrai que oui, en soi, ça pourrait marcher. En vrai, tu as 63% des postes en CDI, en tout cas en France, 63% des postes en CDI qui sont rompus avant la première année, avant la fin de la première année. Une chance sur deux que ton collaborateur ne reste pas jusqu'à la fin, pour raison X ou Y, c'est-à-dire du fait du salarié ou de celui de l'entreprise. Donc ça vaut le coup d'investir du temps là-dessus, sachant que j'ai vu des process de recrutement qui ont duré 6 mois, 1 an et demi. Tu avais le temps de recruter, tu avais le temps de former, tu avais le temps d'accompagner, en sachant qu'il faut 1 an pour être opérationnel sur un poste. Quand on a des problématiques durables, il faut des solutions durables. Et je voudrais juste revenir sur les descriptions de jobs qu'on voit de plus en plus et dont honnêtement moi-même je m'y perds un petit peu. J'ai l'impression que beaucoup de jobs, en fait, on y fait la même chose, mais les titres ont 15 définitions différentes. Est-ce que ce principe-là, il vient réellement du fait que les jobs, le travail à faire, il y a des variables, ou bien c'est juste des choses qui sont venues parce que les méthodes de recrutement ont évolué et qu'on a voulu donner différents titres au poste pour peut-être aller chercher différents types de profils ou faire du profilage sur les gens qui voulaient pas s'identifier en tant que designer, mais graphic designer, enfin... Ben ça, c'est une excellente question, et je dirais que ça va aussi dépendre de la culture de l'entreprise, et voire même de la culture de l'équipe. Parce que j'ai déjà vu des équipes où, en gros, commercial, ça ne plaisait pas à l'équipe, donc du coup, ils se sont rebaptisés chargés d'affaires. Chargé d'affaires et commercial, c'est pas la même chose. C'est boring, quoi. et en général, chargé d'affaires, c'est plutôt dans les bureaux d'études, ce genre de choses. Rien à voir avec véritablement du commercial. Et pour eux, ça sonnait mieux. Et
ok. Mais par contre, au niveau des candidatures que tu vas recevoir, ça va être un peu différent. Donc il y a aussi cet aspect culture de l'entreprise, et je trouve que c'est très bien de valoriser le métier. Un mot est un mot, ça a son importance. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi en interne, qu'est-ce qu'on peut fournir comme effort pour que ton métier, quel que soit le nom que ça a, t'en es fier. On va laisser choisir quel titre peut-être les gens veulent avoir. Ça pourrait être une bonne question dans le cadre de recrutement. Ouais. Roi des pirates. Roi des pirates. Super Saiyan. C'est quoi ton poste? Et je repense à un truc, mais dans le cadre de campagne de recrutement, est-ce que tu fais de l'A/B testing justement en prenant les mêmes annonces, mais en donnant des titres différents du métier? Ouais, c'est le principe, comme l'exemple de tout à l'heure, assistant de direction, office manager et bras droit du CEO. Et ça, clairement, sur ces 3 annonces, 3 titres différents, le contenu était globalement le même. Après, j'ai fait de l'A/B testing aussi sur le contenu, mais sur les 3 annonces, j'avais 3 types de candidatures différentes. Et il y avait sur bras droit du CEO, il y avait quand même beaucoup plus de profils bilingues, voire trilingues, qui postulaient naturellement. Ok. Donc il y avait quand même des différences, clairement, ouais. Et après, sur le contenu de l'annonce, parfois on est contraint de faire avec les moyens du bord. Aujourd'hui, il y a aussi de top outils du type Notion qui permet de créer des pages qu'on peut rendre publiques, donc qu'on peut partager sur Internet. Notion, c'est un outil qui permet sur une page de présenter des putains d'annonces avec des photos, des vidéos. Il faut qu'on sache qui on va rencontrer, comment ça va se passer. Il faut à la fois rassurer, mais aussi faire l'effort nécessaire pour donner un maximum de clés de compréhension de qui on est, de ce qu'on fait, de qui on recherche, et aussi de qui on n'est pas et de qui on veut pas. Et être au clair avec ça. Et le recrutement vidéo, on en avait parlé il y a quelques années avec mes collègues. Ça se développe un petit peu à Luxembourg, mais il n'y en avait pas tellement il y a 2-3 ans. Est-ce que tu as vu des choses bien dans ce secteur-là où la société se présentait en vidéo? J'ai vu la gênance en vidéo. Ouais, sans parler de chorégraphie. Parce que il y a minimum. Parce qu'il y a 12 ans ou 15 ans, je me souviens quand j'étais en com et que je m'intéressais, alors spoiler alert, pour trouver mon stage en communication en BTS, je me suis pris moi-même en stage. J'avais une asso de promotion musicale et je me suis dit, ouais, je vais me prendre en stage, ça sera plus simple. Et pendant cette période-là, je cherchais quand même un peu, ça m'intéressait la vidéo. Et je suis tombé sur des vidéos à l'époque, d'il y a 15 ans, je pourrais pas le dire au micro parce qu'il y a peut-être des enfants qui nous écoutent, mais je suis tombé sur des pépites. Déjà, il y a 15 ans, ça se faisait. Aujourd'hui, la vidéo, c'est comme la vidéo, ce que je trouve dingue, c'est qu'on a tous le réflexe, dans notre vie perso, on a le réflexe téléphone, on fait des vidéos, et en fait, il y a tellement de kidam ou de particuliers qui font des vidéos qui déchirent. Pourquoi est-ce qu'on a encore des entreprises qui font des vidéos tellement cheapos, tellement gênantes, alors qu'au final, il y a peut-être quelqu'un dans ton équipe qui déboîte au niveau vidéo et qui pourrait faire ça, qui pourrait fournir un travail super. Mais parce qu'il y a encore énormément d'entreprises avec des profils où on valorise juste l'expérience des années passées. Oui, il y a ça. Mais pour être beaucoup plus précis sur ta question, vidéo, ça se développe super. Par contre, il faut arrêter les challenges TikTok et les musiques insupportables, même si ça peut parler à une certaine génération. Mais encore une fois, c'est un vrai support, la vidéo. Et il y a aussi des manières de parler en vidéo. Il y a des manières de présenter les choses en vidéo. Et quand on ne sait pas, la vidéo a l'air tout de suite fade, en fait. Et parfois, il peut y avoir des biais comme ça où on se dit « Ah, mais la personne, elle n'est pas punchy, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. » En tout cas, je ne suis pas forcément pour les entreprises qui disent « Votre CV vidéo obligatoire. » J'ai peut-être un petit peu plus de mal avec ça. Ouais, très concrètement. Oh putain, je vais me faire des ennemis et tout. Il y a d'autres leviers à utiliser. Et dans les tips, quand on parlait de tips, je sais pas combien de temps il nous reste, mais vite fait, dans les 2-3 tips qui peuvent être stylés en parlant de l'annonce, c'est je me suis mis, là on va parler de LinkedIn par exemple. Ok, je me suis mis sur LinkedIn, je vois encore beaucoup, et j'ai beaucoup de... Je vous dis big up à toutes et à tous, à toutes ceux et à toutes celles qui partagent leurs offres d'emploi sur LinkedIn, qui ont 3, 6, 10 likes, pas de candidature. Ne baissez pas les bras.
Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai affaire à des managers, en tout cas j'en ai aussi fréquenté, qui me disaient « Ouais, LinkedIn, ça sert à rien, j'ai mis mon truc, j'ai eu 3 likes, une candidature. » Mais c'est pas là qu'il faut s'arrêter, en fait. Tu regardes pas les chiffres dans un premier temps, vas-y, fais-le, recommence. Optimise, teste, A, B, analyse, recommence, redesign. C'est vraiment en Il y a mode... tellement de variables, oui. il y a les jours, il y a les heures, il y a plein de choses à prendre en compte. Et une chose qui est à prendre en compte, c'est que si dans ton réseau, t'as que des bizdev et que tu cherches un ingénieur système et réseau, bah, t'auras pas forcément les résultats. Donc c'est-à-dire qu'il faut aussi anticiper ces besoins-là. Si tu as envie de performer sur LinkedIn, tout simplement, ajoute tes futures cibles, entre guillemets, tes futurs candidats, ajoute-les dans ton réseau. Et là, il y aura un double, voire même un triple effet qui se coule. Premier effet qui se coule, quand tu seras en contact direct avec tes futurs candidats. Tu pourras en un clic leur envoyer un message, gratuitement. Premier effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule, quand tu vas partager ton offre, il suffit que tu aies discuté avec eux par message pour que ton message soit un petit peu plus avancé dans leur fil d'actualité s'ils viennent assez régulièrement sur LinkedIn. Troisième effet qui se coule, tu vas apprendre des trucs de dingue. Parce que du coup, si tu as des devs, des biz-devs, des techniciens, il y a même des peintres automobiles sur LinkedIn, il y en a qui partagent des trucs super. Si tu les rajoutes dans ton réseau, il y a de fortes chances pour que tu apprennes aussi. Et que tu en saches un peu plus sur leur culture. C'est encore du long terme, mais c'est intéressant. Ça, c'est des petits tips aussi qu'on peut utiliser. Après, d'autres tips, je suis assez pour les Calendly, ce genre d'outil qui permet de booker des rendez-vous, de prendre rendez-vous chez ton médecin. Tu peux le faire en un clic avec des outils type Doctolib. Il y a des outils comme Calendly qui te permettent de générer un lien pour booker directement un rendez-vous dans ton agenda. Tu configures tes dispos, ça te génère une visio, un call directement. C'est des super outils qui te permettent d'esquiver un peu les 4 messages. T'es dispo? Oui. Quand? Du lundi au vendredi à partir des 17h? Ah non, pas cette semaine. Ah ok, moi je suis dit, non, mince. 4 messages pour caler un call. Soit t'appelles Cash, tu laisses un message, ou soit tu mets un Calendly et t'as gagné du temps, quoi. Quand tu dois faire 400 messages de chasse par semaine ou répondre à 400 candidatures, ouais, ça aide. Après, il y a des petits outils de publi-postage, voilà, des choses un peu plus tricky qui peuvent bien aider. Alors, notamment rédiger des posts, etc. Je sais, on avait regardé un peu. Ouais, il y a ça aussi. On parlait aussi tout à l'heure en off d'IA, ce genre de choses. Ça vaut le coup aussi de se former un petit peu à l'IA et de se dire, ok, tiens, l'IA en France, la Gen Z, c'est quoi ? C'est quoi les valeurs de la Gen Z ? Tiens, voilà ma fiche de poste. J'avais fait des tests là-dessus pendant les grandes vacances. Et grosso modo, j'avais pris... j'avais cherché des figures de style. Les figures de style qu'on utilise en français, la métonymie, la litote. Et j'avais du coup généré des offres d'emploi avec des figures de style. Et chaque offre d'emploi, il y avait une métonymie, une litote, ce genre de choses. On peut aussi le faire sur ok, j'ai cette offre d'emploi-là, je vais m'adresser à la Gen Z ou je vais m'adresser aux femmes qui sont fans de tulipes. Je dis ça de manière totalement random, mais l'IA peut aussi aider à comprendre, à savoir un peu quels sont les modes de fonctionnement des uns des autres, d'aller chercher des mots-clés, de reformuler. Et je dis pas que ça va mâcher le travail, mais l'IA, c'est un bon sparring partner dans la créa. Faut le voir comme ça. C'est vraiment, quand c'est bien éduqué, c'est un bon sparring partner. Voilà dans les tips. Après des tips, si vous cherchez un graphiste, mettez-vous sur Insta, il y en a plein. J'ai déjà fait des chasses de graphistes, etc. sur Insta, c'est plutôt cool. Là, faut pas se fermer des portes. On a tous des... Et pour revenir, tiens, je vais en profiter. Je n'ai toujours pas fini sur la fidélisation, parce qu'on parle de marque employeur. Ça aussi, ça peut être un bon tips. Si vous recrutez des développeurs, ce que j'ai fait pendant du coup certaines années, je m'étais créé un Discord. Et je faisais venir mes candidats sur Discord. Du coup, j'avais un Discord avec plein de candidats. Et je faisais pareil quand j'allais donner des cours dans les écoles. J'avais un Discord, je faisais venir tous mes étudiants sur Discord. J'avais accès directement à mes étudiants. Je peux faire pareil si j'ai des électriciens, si j'ai des bizdev. Qu'est-ce qui m'empêche de faire un groupe WhatsApp ? Ce genre de choses. Donc, fidéliser et ou créer de la rétention. C'est un peu sur la fin de mon funnel AARRR qu'on utilise en growth hacking, acquisition, activation, rétention, revenu, recommandation. Et si je veux faire de la rétention, de quoi est-ce que je peux me servir aussi ?
Voilà, dans les tips. Très intéressant. Ouais. Bon, c'est reparti pour 1 heure, c'est parti. Bon, Jean-Christophe, merci pour ces discussions, ces différents éclaircissements. C'était très intéressant. Merci beaucoup Thomas et toute l'équipe pour l'invitation. Avec plaisir. On se retrouve dans le prochain épisode 3 de In the Jungle et à bientôt.